Bienvenue aux créateurs de richesse. Avec vos animateurs Véronique Fournier et François Drouin. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast numéro 9, épisode 9, qui sort aujourd'hui. On est super content de vous avoir, François Drouin avec vous en compagnie de mon animatrice préférée. Hey, non, mais tu sais, quand t'es tout seul dans le monde, c'est ça. Je suis tout le temps ta préférée, t'en rends-tu compte? La bonne question, ça serait de savoir si t'es vraiment ma préférée ou pas. Moi, je pense que c'est clair que je suis ta préférée. C'est définitif. Alors, épisode numéro 9. Oui. Le mentorat inspiré. Oui, ça va être un épisode très sérieux. Oui, ça va être très, très sérieux. Oui. Parce qu'aujourd'hui, là, on a la chance et l'occasion d'avoir un super invité. Oui. Qui est un ancien mentoré, qui a fait le programme chez Red et qui a survécu. Oui, je suis encore en vie. Qui a passé à travers le programme de mentorat de 5 mois et qui aujourd'hui est avec nous pour partager son histoire tellement inspirante. Vraiment. À travers tout ça, là, j'imagine que ça va vous parler, ça va vous identifier, ça va vous amener à faire « Oh wow! » Et si vous connaissez des gens qui ont un parcours qui peut ressembler à celui de notre invité, je vous invite à partager le podcast parce que sincèrement, je pense que ce podcast-ci peut changer des vies. Vraiment. Alors, bienvenue à notre invité, mon cher Étienne Joubert. Bonjour Étienne. Bonjour, comment vous allez? Super bien, toi. Ça va super bien. Ça va très bien, moi aussi. Merci Étienne d'être là. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Écoute, c'était facile. Choix facile. Tu sais, il y a des choses comme ça, il y a des évidences comme ça dans la vie. Là. Ça, c'en est une. Oui, parce qu'à travers, tu sais, j'ai quand même eu l'occasion de guider plusieurs entrepreneurs et ton parcours, ton histoire, tes what's next m'ont tellement inspiré puis m'ont tellement touché que effectivement ça venait complètement de soi que tu sois avec nous aujourd'hui. Alors merci d'être là. Et dans un premier abord, est-ce qu'on est prêt à commencer? Ben, on est prêt, certain. On est tout le temps prêt, nous autres. Hein? Toi, t'es-tu prêt, Étienne? Certain. C'est encore plus le fun de savoir que c'est ta première en arrière de micro. Absolument. Jamais touché, jamais vu. Tout nouveau, tout le fun. Comment tu te sens? Ah, ben, un petit peu nerveux, mais c'est bien correct. On va casser la glace. Puis c'est important, hein, on se rappelle tout le temps, ici, on n'est pas là pour... on se la pète pas, puis on n'est pas là pour se prendre au sérieux. L'histoire est sérieuse, l'histoire est inspirante, mais nous, on l'est pas du tout. Alors, mon cher Étienne... Il n'y a pas de cadre non plus. Fait que, tu sais, tant qu'on a quelque chose à dire, ben, on le dit. Fait que si ça dure 45 minutes, ça dure 45 minutes. Puis si ça dure 1h30, ça dure 1h30. Il n'y a aucun problème. Parfait. Ouais, c'est ça, on l'a pas ben du cadre, hein. Tu le sais comment que c'est. Absolument. On est deux chefs d'entreprise, on l'a pas du tout. Alors, mon cher Étienne, j'aimerais ça que tu commences en nous partageant un petit peu ton histoire, d'où tu viens. C'est qui ça, Étienne? Oui, Étienne avant, Étienne se définissait comme étant un paramédic. Étienne le paramédic. Donc, j'ai travaillé dans le domaine de la santé pendant plusieurs années, environ une quinzaine d'années. Puis, à travers ces 15 ans-là, j'ai vu Étienne un petit peu dépérir au fil des années. Voir que son côté compassion devenait irrité avec le temps. Puis je me demandais, je dis bon, qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Où est-ce qu'on se dirige? Il y a une expression en anglais qui dit compassionate fatigue. Ça veut dire qu'on devient fatigué de donner de la compassion. Okay. C'est quelque chose qui est fréquent dans le domaine de la santé, chez les infirmières, les médecins, tout ça. Donc au fil des années, on sent les symptômes qui viennent avec ça, on est un petit peu détaché de la société puis tout ça. C'est quoi, vous avez l'impression de tout le temps être dans le don de soi et il y a pas la réciprocité? Mais en fait, oui, c'est un peu ça. C'est que tous les jours, on se doit d'avoir l'intelligence émotionnelle, la compassion envers le patient, envers les clients, envers tous les gens qui interagissent avec nous. Puis, tranquillement, on se rend compte que cette compassion-là n'est plus dans notre vie personnelle.
est seulement dans la vie professionnelle. Ah! Donc, au niveau des relations, au niveau du social, ça devient de plus en plus difficile parce qu'on n'a pas envie d'écouter les histoires de ces gens-là. On n'a pas envie de démontrer de la compassion, puis de les écouter, puis d'avoir une ouverture. Wow. C'est une ouverture qui se ferme avec le temps. OK. J'ai une question pour toi. Vas-y. Qu'est-ce qui amène Étienne à devenir paramédic? Oh, ça, c'est toute une histoire. On a besoin d'un autre podcast pour celle-là. Je peux le faire rapidement, par exemple. J'ai commencé, j'étais un nageur quand j'étais tout jeune, puis le nageur m'a amené à devenir un sauveteur, un moniteur. Ensuite de ça, le moniteur m'a amené à être un secouriste au cégep. Puis le secourisme m'a tellement emballé. J'ai dit, je vais faire une carrière de ça. C'est bien trop le fun. Okay. Être payé pour faire ça. Donc, rapidement, c'est un petit peu ce qui m'a amené à être paramédic. Magnifique. Puis, fait que pour en revenir à l'histoire, c'est ça, c'est que au fil des années, on se rend compte comment c'est très, très difficile, comment qu'on se referme sur la société, puis aussi sur nos cercles très, très proches. Puis, c'est nos gens qui payent, en fait, c'est ça? Oui, malheureusement. Nous aussi, là, mais oui, effectivement, les gens autour de nous paient pour ça. Puis, il y a eu un élément déclencheur vraiment dans mon domaine qui a complètement bouleversé le reste de ma vie. Donc, cet événement-là m'a fait tomber en ce qu'on appelle en anglais le PTSD. En français, il y a différents termes, le syndrome post-traumatique, etc. Ouais. Un gros crash. Oui, absolument. En fait, c'est un crash qui dure parfois quelques mois, parfois quelques années. Le mien s'est étiré sur 5 ans. Donc, pendant 5 ans, on est dans un vide noir total. On sait pas où est-ce qu'on va, on sait pas ce qu'on veut faire, on n'a pas de projet, il y a pas d'objectif en avant, il y a absolument rien. Puis à ce moment-là, tu travailles-tu encore ou Non, à ce moment-là, j'ai dû quitter le travail. Okay. Là. C'est plus possible de combiner vie et le PTSD. Là. Ouais. Donc, pendant 5 ans, surtout 3 ans de ces 5 ans-là où j'étais entièrement renfermé, sors pas, conduis pas, parle pas à personne. Les premières ou les dernières? Les 3 premières. OK. Ouais, les 3 premières. Ensuite de ça, maintenant, on se dit, écoute, faut sortir de là tranquillement. Puis là, il y a évidemment, il y a des idées qui sont très noires durant cette période-là. Tu sais, moi, je me suis dit, un moment donné, j'ai dit, mon Dieu, j'ai raté ma vie en tant que paramédic. Puis là, mais j'avais une femme à ce moment-là. Puis dans le temps, on s'est divorcé. Donc, je me suis dit, waouh, j'ai raté ma vie en tant que mari. Puis, on avait aussi un enfant. Donc, je l'ai toujours. On a encore là. Ouais, c'est ça. Ça, les enfants, ça reste d'habitude. Oui, ça reste. Mais je me suis dit, à un moment donné, j'ai dit, t'es en train de rater être papa. Parce que j'étais tellement dans le noir que ça allait tellement pas bien que je me disais, j'étais en train de tout rater, là. Il y a plus rien en avant de moi. Tranquillement, j'ai été capable, mais j'allais mieux. Fait que j'ai été capable de dire, bon, mais là, il faut que je retourne à l'école ou faut que je fasse quelque chose de ma vie. Donc, j'ai fait les programmes de retour au travail ou d'orientation, de consultation d'orientation, tout ça. Puis à ce moment-là, il était plus question pour toi de retourner au paramédic? Non, absolument pas. Ça, c'était clair. De toute façon, j'avais des restrictions qui sont permanentes, qui me tiennent loin de ça. En fait, qui me tiennent loin même des hôpitaux, tout ça. Là, c'est assez large. Donc là, je me dis, bon, OK, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? C'est où je m'en vais? Oui, parce que là, on perd tous les repères. Là. Ça fait 15-20 ans qu'on donne littéralement notre vie pour les autres. Hein? Tout ce qui est paramédic, relations d'aide, tout ça, c'est littéralement te donner ta vie pour. Puis là, on se retrouve du jour au lendemain, plus de repères. Plus aucun repère. Puis dans le noir, là, on sort du noir un peu, là. À peine, oui. Non, c'est pas agréable. C'est ça. Puis c'est où tu prends tes repères, c'est avec qui tu prends tes repères. Puis de toute façon, à ce moment-là, on est qui? On est qui? On veut quoi? On le sait pas du tout. Fait que tranquillement, j'étais capable d'embarquer dans les programmes de consultation et d'orientation. Puis on fait des tests psychométriques à gauche et à droite pour voir qu'est-ce qui nous allume, qu'est-ce qui nous quelle autre capacité ou quelle autre avenue on a pour nous.
Puis tranquillement, ça m'a dirigé vers un programme scolaire. On s'entend qu'à 40 ans, à moins que notre vie est basée sur le fait qu'on retourne aux études régulièrement, à 40 ans, retourner aux études, c'est très, très, très difficile. On a des obligations, on a une maison, on a des enfants, peu importe la situation, c'est très, très difficile. Donc, je me suis dit, est-ce que moi, je veux pas retourner à l'école pendant 5 ans? Ouais. De toute façon, j'avais une vision à ce moment-là qu'autour de 45 ans, je m'enlignais pour une retraite. Puis là, j'étais à 40 ans, mais je ne peux pas retourner à l'école pendant 5 ans, là, ça se tient pas. Fait que finalement, j'ai trouvé un programme d'1 an qui au Cégep, qui un AEC en gestion de commerce, qui faisait une belle globalité de ce qu'une entreprise pouvait être, toutes les fonctions de l'entreprise. Puis OK, parfait. Donc, j'ai aucun papier, j'ai juste une expérience de paramédic, puis je vais aller voir qu'est-ce que ce cours-là peut me donner. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qui t'a attiré au niveau de ce programme-là, gestion de commerce? En fait, j'avais fait quelques tests psychométriques. OK. Puis ça me dirigeait vers des positions de gestion, de direction en entreprise, des choses comme ça. Mais c'était pas clair. OK. Puis même moi, j'avais absolument aucune idée dans quoi je voulais aller. Parfait. J'aimerais ça juste, si tu me le permets, Étienne, de faire une petite parenthèse. Tu sais, on parle souvent des décennies, hein? La trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Puis la vie, là, est jamais mêlée. Aussi difficile que ce soit, ces grands moments-là, et t'en es une preuve. Je veux dire, il t'est arrivé quelque chose d'excessivement grave, là, de dramatique, au point d'en développer un PTSD. Je veux dire, on s'entend que c'était pas rien ce que t'as vécu, mais c'est autour de la quarantaine, parce que la vie disait, puis probablement que les années avant, tu commençais déjà à te dire « What's next? C'est tout ça, ma vie? Je vais-tu continuer à faire ça encore 15 ans? Donner, puis pas être bien? » Absolument. Mais c'est difficile de prendre des décisions toute seule. Puis on veut pas nécessairement les prendre, parce que tu l'as très bien dit, le style de vie, les enfants, la famille, tout ça, puis les 3 chars, la maison, puis le chien, puis la clôture blanche, puis tout là. Mais là, la vie, quand on prend pas nos propres décisions, ou quand on repousse, et quand on repousse, c'est là justement que bang, ça arrive. Souvent c'est la maladie, des gros défis, hein. Des fois, c'est des accidents d'auto, c'est des divorces, bon, toi, t'as eu la chance d'avoir tout ça en même temps, tu sais, je veux dire, la vie, la vie t'a clairement mis un break, là. Toute une chance. Toute une chance, hein. Mais quand on a un recul, par exemple, aujourd'hui, en tout cas, on en parlera peut-être plus tard, mais si c'était à refaire pour arriver où t'es aujourd'hui, est-ce que tu le referais? On garde la réponse pour tantôt. Exactement. Alors là, fin de la parenthèse au niveau de la quarantaine. Alors là, t'es en gestion de commerce. Oui, donc je fais le programme au Cégep, Cégep de Limoilou, un AEC. Donc c'est une technique qui est une technique de 3 ans qui est ramenée sur 1 an pour souvent les adultes, les retours à l'école, pour se donner des outils. Ouais. Dans ce cas-ci, des outils en entreprise. Donc, je fais ce cours-là. En faisant ce cours-là, d'abord, je rentre dans le cours avec une idée très préconçue du marketing. Je suis quelqu'un qui ne consomme pas autant la publicité que des biens ou quoi que ce soit. Donc, j'ai vraiment un arrière-goût assez intense du marketing. Puis, mais quand même, j'embarque dans le programme les yeux fermés. Puis, on touche à toutes les fonctions de l'entreprise dans ce cours-là. Donc, l'opération. Pas juste le marketing. Pas juste le marketing. Ouais. L'opération, le marketing, les RH, etc., la finance, tout ça. Puis, à travers ce cours-là, je me pose encore des questions. C'est où je m'en vais avec ça? C'est où je me dirige avec ça? J'en ai pas la moindre idée. J'ai du fun. Je sais, ça, j'ai du fun. Je le sais. Mais, j'arrive pas à dire, OK, c'est ça que je veux faire. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire. Fait que je fais le programme tranquillement. J'ai découvert dans ce cours-là que j'avais un intérêt pour le marketing. Tu sais, quand on sait pas, on sait pas qu'on sait pas, hein? Mais je me suis rendu compte aussi que c'est pas au niveau de la publicité, mais c'est beaucoup plus au niveau de la stratégie en arrière et de la compréhension du comportement humain. Donc, je fais ce cours-là. Ce cours-là est supposé se terminer au mois de février.
On est rendu au mois de décembre. On a un cours de stage qui nous dirige en stage, qui nous supporte à l'intérieur de ça. Puis notre professeur nous dit, OK, bon, par la fin décembre, j'aimerais ça que vous ayez tous trouvé votre stage. Puis j'ai commencé ça à la fin de mes années de paramédic, à suivre un peu la voix intérieure, l'intuition, tout ça. Des fois, ça me dit des choses, puis je l'écoute, puis ça m'amène à la bonne place. Fait que tranquillement, je commence à écouter cette petite voix-là de plus en plus. Donc, on arrive à la fin décembre pour trouver les stages, puis la petite voix de l'intuition a dit, Étienne a dit, mets pas d'énergie là-dessus. Fais tes autres cours, occupe tous tes autres cours, mais mets pas d'énergie là-dessus. OK, mais on questionne pas. Sur la recherche de stage, là. Oui, exactement. On questionne pas l'intuition, hein. On la suit. Donc, je fais aucun effort là-dessus. Arrive le temps des fêtes, les parties à gauche à droite, avec la famille, avec les amis. Party du 31 décembre qui s'installe avec un de mes bons amis. On est supposé être une quinzaine, une vingtaine, ça va être le fun. Défoncer l'année avec des amis, des connaissances, bon, tout ça, ça va bien. Bon, quelques jours avant, il annonce mauvaise température. Bon, OK. Et on est au 31 décembre 2018, là. On est au 31 décembre 2018, il y a l'annonce de la mauvaise température. Là, je dis, moi, je vais y aller pareil. Je vais y aller. Je vais y aller. Fait que j'appelle mon ami, je dis bon, mais je vais y aller, puis je sais que ma mère elle a rien de planifié, est-ce qu'elle peut venir avec nous? Fait qu'il dit ben oui, y a pas de problème. Parfait. On se rencontre chez lui. Finalement, il y a mon ami, sa blonde, moi, ma mère et une 5e personne. Donc un party de 15, 20, 25. Ah non, mais il fait vraiment tellement tempête. Moi, ouais, je m'en rappelle. On donne un party à 5. Ben écoute, c'est pas grave. On est 5, on est là, on va avoir du fun. On se parle, on jase. Fait que là, ça donne que, étant donné qu'on est un plus petit groupe, les discussions, il y en a pas 6, 7 puis 10 autour, là. Il y en a une, il y en a 2 des fois. Donc on écoute beaucoup plus les conversations. Je m'adonne à parler avec cette 5e personne-là que je connaissais pas. Tranquillement, on jase, elle pose des questions sur mon cours, elle pose des questions sur d'où je viens, où est-ce que je m'en vais. Elle pose tout le temps des questions, elle. Elle arrête pas. Elle arrête pas. C'est le centre du Nord. Donc c'est ça, on pose des questions chacun sur l'autre. Puis cette personne-là dit tout à coup que j'aurais quelque chose pour toi. Serais-tu intéressé? Quelque chose? Peut-être que je pourrais regarder dans les gens que je connais, puis peut-être que j'aurai un stage pour toi. Là, l'intuition a fait pop, OK. C'est pour ça qu'on écoute l'intuition. On sait pas qu'est-ce qui s'en vient, on sait pas c'est quoi les réponses, mais on les écoute. Puis ce soir-là, j'ai rencontré Véronique. J'ai rencontré Véronique Fournier qui est ici avec moi. Elle. C'était le début d'une belle relation. Ouais. Il n'y a pas d'hasard dans la vie, hein. C'est exactement. On le sait tellement. Exactement. Donc, en dedans de quelques heures, on prend rendez-vous. OK, on va se rencontrer dans les semaines qui s'en viennent. On va étaler un plan. On va voir qu'est-ce qui s'en vient. Puis là, il y a une conversation qui me revient en tête que j'ai eue à l'automne avec un de mes professeurs à l'école. Moi, je voulais être capable d'utiliser, dans ce temps-là, je connaissais pas les mots que je connais aujourd'hui, d'utiliser l'essence que le paramédic, Étienne le paramédic était, et l'utiliser dans une autre, complètement un autre job ou quoi que ce soit. Mais j'avais aucune idée. J'ai demandé à mon professeur, j'ai dit, est-ce que tu es capable de trouver quelqu'un qui peut faire mon CV, qui peut faire ressortir toutes mes qualités, toute la personne que je suis dans mon CV, mais sans dire que je suis paramédic. Parce que paramédic, ça t'amène à nulle part. Puis il a dit, t'as besoin d'un chasseur de tête. C'est ça que t'as besoin, quelqu'un qui va finalement essayer de trouver des emplois sur mesure pour toi. Puis cette réflexion-là me revient en tête, puis Véro, c'est pas une chasseur de tête, là. Sinon, ça roulerait partout. En tout cas... Mais elle était capable en fait, à travers le programme, elle était capable d'aller chercher la personne que j'étais. Donc, le je suis qui. Et ensuite, de le modeler pour moi, à ma façon,
pour m'en servir vers le « je veux quoi ». Puis c'est exactement ce qu'on a fait avec le programme Véro, c'est qu'on a pris le beau petit Étienne paramédic, puis on l'a transformé en le Étienne. Ben, en fait, puis si tu me permets de faire une autre parenthèse sur ça, c'est qu'on revient à faire la différence entre l'expertise et l'excellence. Et plus souvent qu'autrement, on s'identifie à notre diplôme, on s'identifie à notre carrière, on s'identifie à notre job. Alors, toi, Étienne, t'es qui? Ben, je suis paramédic. Hein? Exact. T'es qui? Ben, je suis un père de famille. T'es qui? Hein? On est cette personne-là. Puis on retrouve ça aussi souvent avec les athlètes. Les athlètes de haut niveau, ils sont des athlètes, c'est des skieurs, c'est des canoïstes, c'est des... Puis une fois que leur carrière est terminée, il y a un gros crash qui se passe, puis souvent c'est des gens qui tombent en dépression solide parce que ils ont pas de what's next, ils ont pas appris à se définir en tant que personne, en tant qu'humain, ils ont toujours été valorisés par rapport à ce qu'ils faisaient, par rapport à leur expertise. Et la première étape du programme, c'est pour ça qu'on met tellement l'accent sur ça. T'es qui, toi, Étienne? Et l'objectif, c'est de faire ressortir l'excellence derrière l'expertise. Parce que l'expertise, certes, tu l'as, puis tout ça, puis c'est correct. Mais l'excellence qui était en arrière de Étienne, qui est toi, en fait, hein? Puis t'étais comme ça, jeune, adolescent, tu l'avais déjà, cette excellence-là. Et aujourd'hui, c'est qu'on l'a fait ressortir. On est allé chercher le t'es qui, toi. Puis, en fait, je vais utiliser une analogie. C'est plus une petite histoire, là. En fait, c'est le David, tu sais, de Michel-Ange. Oui. En fait, il y a quelqu'un qui a demandé à Michel-Ange, comment t'as fait pour faire cette sculpture-là? Comment t'as fait pour obtenir le David? Puis il a répondu, en fait, c'est super simple. J'ai juste pris mes ciseaux puis j'ai enlevé tout ce qui était pas David du bloc de marbre. Exact. Puis ça a donné David. Et puis tu vois, je pense que c'est exactement ça qui est arrivé avec toi. Véro a cette capacité-là d'aller chercher l'excellence de quelqu'un puis d'aller tasser tous les trucs qui sont pas qui tu es puis de les nommer. De prendre conscience de ces trucs-là, puis c'est ça qui t'est arrivé. Fait que c'est pas Étienne paramédic qui a été modelé en Étienne d'aujourd'hui. C'est Étienne paramédic où on a enlevé les trucs qui étaient peut-être pas du Étienne à 100% pour aller vraiment aligner Étienne avec qui il est vraiment, le nommer, le conscientiser, puis après ça, mettre ça au service de ce que la vie veut faire à travers toi. Exactement. Ça a été facile, hein, Étienne? Non, pas du tout. C'est une phase qui fait très mal. Ça fait très mal. Oh oui, on va se le dire, là. Ça fait mal parce que ça nous amène à se poser des questions qu'on entend tout le temps. Tu sais, la fameuse question, t'es qui, là? Hein? C'est-tu assez beau comme question? Puis on se la pose souvent en tant qu'être humain. Je suis qui, moi? Tu sais, au-delà d'être un parent, au-delà d'être ma job, d'être mon CV, d'être le conjoint ou la conjointe de, je suis qui, moi? Puis la réflexion, elle arrête là. Mais il y a plein de sous-questions qui sont tellement importantes qui, elles, vont enlever justement toutes le superflu de l'histoire. Et là, c'est tout le temps la même réaction, c'est hey, là j'ai l'impression que je suis complètement à nu, là. Il y a plus de secret, il y a plus de OK, et puis maintenant je fais quoi avec ça? Parce que c'est beau découvrir je suis qui, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est là qu'on entre dans la deuxième étape du je veux quoi? Alors là, on est dans le je veux quoi, mon Étienne? Oui, donc c'est ça, avec qui on enlève tout le superflu, on devient vulnérable. Puis là, après ça, c'est le je veux quoi? Le je veux quoi? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Pour vrai. Autant au niveau des rêves là, matériels que des rêves personnels, que des rêves financiers, peu importe, on creuse à l'intérieur de ça pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut. De là, en fait, les pourquoi aussi qui viennent avec ça. Donc oui, qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi nos objectifs de vie, nos objectifs de carrière? Donc oui, faut traverser ça. C'est la meilleure image que j'ai, c'est un train qui te rentre dedans. C'est très douloureux. J'aimais beaucoup ton analogie de boxe aussi, mon Étienne. Oui. Quand tu disais
Je pense que je suis un masochiste quelque part dans l'âme parce que Véro, à toutes les semaines, là, j'ai l'impression qu'on est dans un ring de boxe puis que je me fais ramasser, mais il dit « Colin, que je t'aime » puis j'ai tout le temps hâte que tu reviennes. Oui, c'est ça le pire, c'est qu'on en redemande. mais oui, c'est mais parce qu'il y a que quelque chose de profondément bon là-dedans. Oui. Parce que pour une fois, tu vas toucher à ton essence, pour vrai. Tu vas toucher à qui t'es, puis c'est là que t'es capable de dire ben, ça m'appartient pas. Cette croyance-là, c'est quelqu'un qui l'a déposée sur moi, mais elle m'appartient pas. Puis moi, c'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. Puis ça, c'est profondément bon d'être capable d'en venir à être capable de se définir, de dire je suis telle personne, je suis comme ça, puis que c'est ta réponse à toi. Ça, c'est ce qu'on appelle un chemin d'alignement. Puis c'est tellement bon de s'aligner, même si ça fait mal. Oui. Parce que veux pas enlever une couche, là, mais ça peut décaper. Un élément aussi qui est très important, surtout quand c'est la première fois qu'on fait cet exercice-là, c'est d'être accompagné. C'est exactement ce que Véro fait, elle nous accompagne à l'intérieur de ça, parce que je vais te dire, sinon on se sent seul pas mal. C'est clair. Puis t'as raison sur le fait que ça prend quelqu'un qui t'accompagne, parce que souvent, même si tu te poses la question, t'es tellement teinté par tes croyances, par tes filtres, que t'as pas le recul que cette personne-là a. Parce que cette personne-là, d'une certaine façon, est détachée par rapport à toi. Elle a pas un engagement ou elle a pas vécu avec toi pendant longtemps. Fait qu'elle est vraiment capable d'aller au cœur puis de dire, ouais, mais ça, puis creuser, puis poup, à un moment donné, on pogne le nœud puis là, on peut le défaire. Mais ça prend un recul, ça prend une distance, ça prend une perspective qui est totalement différente puis qui est pas engagée d'une certaine façon. C'est totalement engagé, mais en même temps, c'est détaché. Oui, puis plus on devient conscient, plus on se trouve toute seule. Parce que là, on peut pas en parler à personne, ou en tout cas, notre cercle avec qui on va y arriver, mais notre cercle avec qui est de plus en plus restreint. Puis après ça, on en parle à qui ou quand, ou... Tu sais, là, nos amis comprennent pas, parce que pour eux, on était un paramédic, puis là, ben voyons, il y a quelque chose qui est en train de changer, là. Il se passe quelque chose, mais... on comprend pas trop, puis les gens sont... Quand les gens se transforment, les gens deviennent mal à l'aise. Parce que là, ils font, OK, là, t'es plus la personne que j'ai connue, ou t'es plus le... OK, qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es-tu rentré dans une secte? T'es-tu... tu sais, toutes les questions arrivent, mais en fait, ben non. Je suis juste en train de découvrir je suis qui, puis je veux quoi pour vrai. Puis, je le répète encore, la séquence des questions est vraiment, vraiment importante. Parce que le je suis qui vient définir tout le reste. Puis le je veux quoi... Ben, on va faire la différence entre je souhaite puis je veux vraiment, puis ce je veux-là m'appartient. Parce que nos carapaces, nos coquilles, la famille, les conjoints, la société nous amènent à vouloir des choses que quand on y réfléchit un peu, là, puis qu'on est obligé de passer dans le programme, est-ce que vraiment on veut ça? C'est-tu pour plaire à quelqu'un? C'est-tu pour épater la galerie? C'est-tu pour être meilleur que mon voisin? Ou c'est vraiment ça que je veux, parce que, en quelque sorte, la troisième étape, ça va venir définir ta mission de vie personnelle. Alors, le je veux quoi, Étienne? Comment t'as trouvé ça? Le je veux quoi? Ben, c'est beaucoup de réflexion sur soi-même. Évidemment, on commence à creuser, à dire, bon, c'est quoi que je veux? On commence toujours des choses superflues. Oh, je veux une voiture, je veux de l'argent, je veux des voyages. Tu sais, c'est simple. C'est la première couche. Oui, c'est ça. C'est la plus évidente, celle la plus facile. que la société installe. Oui. Ouais. Donc, on répond à ces questions-là. Puis, tranquillement, là, parce qu'il faut faire une liste quand même assez exhaustive là, de nos désirs. Donc, oui, là, on commence à creuser, puis on commence à creuser. Puis là, ben, après ça, on met ça sur une belle liste en papier, là, puis on écrit ça, puis tout. Puis, on voit que d'abord, c'est de plus en plus difficile de creuser. Puis, ça va plus dans les tripes. Là, c'est OK, mais c'est quoi vraiment là que je veux, là? Ouais. Puis des fois, on se rend pas compte que toute la couche superficielle que la société installe sur nos désirs et nos rêves vient de quelque chose qui est beaucoup plus profondément. Puis quand on règle ou quand on atteint ce rêve-là ou cet objectif-là, ben la plupart des rêves de société, ils se font seuls. C'est ça, ça se fait seul, ça disparaît. Ça... Ouais.
Fait que dans les rêves, il y avait probablement faire un stage en entreprise. Ben ouais, hein, pour en revenir à ça. Donc évidemment, il y a des rêves qui sont personnels, il y a des rêves qui sont professionnels. C'est un élément qui est quand même le fun avec le programme. Moi, j'ai fait une cinquantaine de rêves professionnels et à mesure que le programme avançait, pour ne pas dire à tous les semaines, mes rêves se réalisaient un après l'autre. C'était complètement débile, là. Donc Ah non, mais Étienne, ça a été ça, ça a été mon seul mentoré qui, à la fin du programme, a fait Véro, faut que je recommence ma liste. Je les ai toutes réalisées. Ouais, au niveau professionnel. Donc oui, c'est ça, mon désir, c'était de découvrir qui j'étais à l'intérieur d'une entreprise, qu'est-ce que je pouvais faire, où est-ce que mon excellence pouvait me diriger, puis je voulais savoir dans quoi j'allais être bon, de quoi j'allais aimer faire en entreprise. Puis c'est ce qu'on a fait à travers le programme. Puis on revient à le je suis qui, parce que là on a découvert ton profil entrepreneurial. On a découvert ton modus operandi qui était au niveau de l'intrapreneur et on a compris pourquoi que quand t'étais paramédic, t'avais des réactions ou des agissements où t'avais le goût d'enseigner, t'avais le goût de partager, t'aimais les stagiaires, t'aimais tout ça. Mais ça, c'était ton intrapreneur qui parlait à cette époque-là, mais c'était pas encore nommé. C'est ça. Je pense qu'en dedans de toi-même, est-ce que t'avais déjà pensé un jour devenir entrepreneur ou être un entrepreneur? J'ai eu des bulles quand j'étais très très jeune avec mon père. J'ai eu quelques idées. Je préfère telle affaire, je préfère telle affaire. Mon père me disait, ok, ben, je vais t'aider, puis on va faire ça ensemble, comme petit projet. Puis je regarde ça aujourd'hui, puis je me dis, non, en fait, probablement que c'était déjà là. Mais j'étais pas capable de le nommer, j'étais pas capable de savoir c'était quoi, puis ça m'amenait où. Puis même aujourd'hui, je pourrais regarder ma vie dans le rétroviseur, puis je pourrais dire que je pense que la paramédecine était un tremplin pour ce que je voulais vraiment faire, qui était l'entrepreneuriat finalement. Quand même, hein? Oui. Tous les chemins mènent à Rome, qui disent. Tous les chemins mènent à soi. Oui, épisode numéro 1. Oui, c'est vrai, tous les chemins mènent à soi. Oui. C'est vrai. Et épisode numéro 6 qui parle de l'entrepreneur. Donc, si jamais vous avez envie d'aller écouter l'épisode 6 pour comprendre un peu plus de quoi il en retourne avec Étienne, entre autres, ben c'est l'épisode 6. Et l'entrepreneur, qui est un entrepreneur en soi. Oui. Alors là, on arrive au moment des stages. Oui, donc les stages tranquillement s'installent. J'ai été dirigé vers une entreprise qui était très ouverte au niveau humain, etc. Puis on m'a dit, je pense qu'il y a un fit à l'intérieur de ça. Est-ce que, on va rencontrer les responsables, on va mettre les responsables et le stagiaire en contact, voir si le tout fonctionne. Et ça a été un coup de foudre. Donc j'ai débuté mes stages avec cette entreprise-là. Je faisais à peu près 3 jours semaine. J'avais seulement 5 semaines, donc j'étais là 15 jours avec eux autres. Puis la personne me dit c'est quoi tes objectifs de stage? Puis même à ce moment-là, j'avais encore aucune idée où je m'en allais. Mais je savais au moins que je suis qui? Puis c'est quoi que je veux? Puis on est en train de travailler le pourquoi aussi, la troisième étape. Oui, parce que le programme était parallèle au stage. Exactement. On faisait les étapes puis en même temps je les vivais au jour le jour. Donc oui, c'est ça. À ce moment-là, j'ai fait les stages, puis à l'intérieur de ces stages-là, et aussi parce que je faisais le programme de mentorat en même temps, j'ai été capable de découvrir exactement l'essence, l'excellence que j'avais en moi et que je pouvais faire. À un moment donné, quand tu trouves ton excellence, t'as fait pour le plaisir, là. Le salaire, oui, on a besoin du salaire pour vivre, mais c'est l'excellence, c'est ça qui nous fait triper, là. Puis tranquillement, c'est une entreprise évidemment qui est une start-up. Donc c'est pas une grosse entreprise où il y a 100 ou 150 employés. On était seulement 5 à ce moment-là. Puis j'ai été capable, avec mon excellence, de bâtir une chaise à l'intérieur de mes stages pour perdurer dans le temps et rester avec cette entreprise-là après les stages. Exact. Et tu sais, on en parlait dans l'autre épisode justement des entrepreneurs. La beauté, c'est que l'entreprise où tu as été dirigé pour tes stages, c'est une entreprise qui avait aussi
fait le programme de mentorat. Alors, eux, il y avait déjà cette ouverture-là de découvrir avec qui, de travailler avec des équipes d'excellence, de bâtir un noyau solide parce qu'ils avaient très bien compris que des chefs d'entreprise, sans une équipe d'intrapreneurs passeurs à l'intérieur de l'entreprise, ben c'est ça, on part beaucoup de choses, mais on finit jamais rien. Alors là, le fait de savoir que tu transportais cette excellence-là qui était l'intrapreneur, je pense que ça a vraiment été super bien accueilli, là. Après ça, il reste à dire, OK, le poste, le rôle que tu vas jouer au sein de l'entreprise va être quoi? On le sait pas encore. Mais clairement, il y a quelque chose. Parce que là, les valeurs sont là, le fit est là, des personnalités, bon, etc., etc. Alors là... Absolument. Donc, il y avait un fit. Il y avait un fit au niveau humain, au niveau valeur. Et tranquillement, j'ai eu l'aisance de bâtir un rôle sur mesure pour moi. Là, on rentre dans les avec qui. Dans les avec qui. C'était clairement les bons avec qui. Puis, étant donné toute l'expertise et l'excellence que j'amenais de la paramédecine, mon analyse, ma compréhension du comportement humain, elle s'installait très, très bien au niveau de cette entreprise-là. Puis, mon rôle s'est développé vraiment autour de mon excellence. Donc, le avec qui, c'est en fait à peu près le core de la job que je fais maintenant. C'est moi qui évalue, c'est moi qui rencontre les gens, qui analyse leur comportement, si les valeurs, s'il y a un fit, tout ça. C'est ce que je fais presque à tous les jours maintenant. Puis aujourd'hui, ben tu permets aux gens au sein de l'entreprise de faire rayonner leur excellence à leur tour. Exactement. Donc le mentoré devient un petit peu le rôle du mentor à l'intérieur de cette entreprise-là. Et oui, c'est mon rôle de m'assurer que les gens sont à la bonne place et que les gens utilisent leur excellence et qui vraiment trippent autant que moi je trippe dans ma job. Parce que, tu sais, à partir du moment où on comprend le concept de l'excellence, là, si on veut savoir si on est dedans, là, je reviens toujours à la même question. Si t'as 10 millions dans ton compte de banque, est-ce que aujourd'hui tu fais la même chose? Est-ce que t'occupes le même rôle? Est-ce que t'es assis dans cette chaise-là? Si la réponse est oui, t'es exactement à bonne place. C'est ce qu'on appelle aussi le X. Hein? Tout le monde parle du X. Hein? On veut trouver notre X, on veut trouver notre mission de vie, tout ça, mais comment on fait ça? Ah, il y a plein de monde qui vont nous amener à comment un plan en 8 étapes, comment trouver notre X, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Oui, parce qu'il faut se connaître, il faut se comprendre. Absolument. De là, pourquoi les étapes? Avec les couches qu'on enlève. Avec les couches qu'on enlève. Avec les couches qu'on enlève qui font si mal, mais qui font du bien. Parce que sans ça, c'est éphémère. C'est mécanique ou c'est théorique. Hein? Il y a plein de monde qui enseignent comment trouver sa mission de vie. Non, mais t'es peu, là. Et il y a un gros travail à faire en arrière de ça. Puis la première étape, c'est découvrir t'es qui et ton excellence. L'excellence, c'est ton savoir-être. C'est ce qui te définit. C'est ta valeur ajoutée en tant qu'individu, en tant que personne. C'est ce qui fait que t'es pas duplicable. Hein? L'expertise, là, tout le monde peut avoir ton expertise. Tout le monde qui suit la même formation ou qui a les mêmes expériences. Hein, des paramédics, là, tout le monde qui suit le cours d'ambulancier, paramédic, peuvent être paramédics. Absolument, tout le monde sort un paramédic de ça. Et voilà. Tout le monde sont tous différents. Donc, sont différents à quel niveau? C'est comprendre que finalement, ils sont différents au niveau de leur excellence. Ils sont tous pareils au niveau de leur expertise. Comment tu vas vivre ton paramédic? Oui. T'sais, si ton excellence est dans l'accompagnement de la personne versus garder son sang-froid dans les situations vraiment extrêmes, etc. C'est toutes des façons différentes de vivre le paramédic. Puis je pense que c'est comme ça dans n'importe quel domaine de toute façon. Tous les oui. domaines. C'est ce qui nous différencie. Une fois que tu connais ton excellence, tu peux la mettre au service d'à peu près n'importe quoi. Oui. En autant que tu la connaisses puis que tu sois capable de la diriger pour l'amener. Fait que tu sais, la boîte dans laquelle tu travailles aujourd'hui, tu pourrais très bien utiliser cette même excellence-là puis l'amener dans une autre boîte, l'orienter peut-être un peu différemment, mais toujours être dessus, puis tu vas triper autant. Parce que c'est ton excellence, puis en fait, tu fais juste exprimer qui tu es. Puis quand tu exprimes qui tu es, ben t'es dans la joie, c'est automatique.
La joie, en fait, dans la Torah, qui est l'espèce de Bible des Juifs, là, dans la Torah, on dit que la joie, c'est la satisfaction d'être. Donc, quand t'es en joie, quand tu fais quelque chose, ben c'est que t'es direct. En fait, tu es. Tu fais pas quelque chose, tu es quelque chose, tu l'incarnes complètement. Puis ça te met dans une joie. Puis ça doit être ça que t'as au quotidien avec ton boulot. Absolument, c'est exactement ça qui se passe. T'es dans la joie perpétuelle. Ben oui, on rayonne. Ben oui, on rayonne. On travaille fort. Hein? Oh mon Dieu, oui. Hein? Travaille-tu fort, Étienne? On travaille sans bon sens, mais parce qu'on est dans notre excellence, on est plus productif, on est plus proactif. On est capable de manger plus de jobs, puis ça nous donne de l'énergie au lieu de nous en enlever. Oui, en fait, la ligne entre le travail et le pas travail, la vie de famille ou peu importe, elle s'amincit, elle devient quasiment là. C'est du plaisir, en fait. On se lève le matin pour avoir du plaisir, avoir de la joie, rayonner, avoir du fun, puis finalement, mais ça donne que c'est ta job. Exact. Puis quand on est toute seule à rayonner, puis qu'il y a pas personne qui comprend ce concept-là autour de nous, c'est difficile. Mais à partir du moment où on est capable de faire rayonner ça, cette excellence-là, à travers d'autres gens qui, eux aussi, sont dans leur excellence. Je veux dire, là, bingo, là, quand on parle de développer des équipes d'excellence, là, c'est exactement ça. Je crois fondamentalement qu'il n'y a pas de mauvaises personnes. Mais oui, il y a des personnes qui sont pas assis dans la bonne chaise, puis c'est notre rôle en tant que leader, en tant qu'entrepreneur conscient, de faire « OK, je vais prendre du temps avec toi, là, puis on va découvrir t'es qui, tu veux quoi, puis pourquoi. » Puis le fait de faire ça, là, ça peut transformer la vie des gens et transformer une business. Absolument. Parce que les avec qui, je le répète tout le temps, c'est ce qui peut te coûter le plus cher dans ta vie, en affaires, dans tous les specs, là. Puis c'est comme une anecdote en même temps. Dans l'entreprise dans laquelle je travaille présentement, mon rôle est un petit peu les avec qui. Puis comme j'ai formé cette position-là à l'intérieur de l'entreprise, dans la dernière année, malheureusement, la plupart des avec qui étaient là avant ont presque tout pris le bord. Absolument. Parce qu'il fallait avoir les bonnes personnes, les bonnes relations d'instaurer. Puis ça a été un après. Effectivement, c'est ce qui coûte le plus cher à une entreprise. Mais d'un autre côté, une fois que ce ménage-là est fait et que là, on a des avec qui nous ressemblent, qui sont complémentaires, qui sont aussi dans leur excellence, qui partagent les valeurs, qui sont en mesure de vraiment voir la vision de l'entreprise et de l'amener parce que la mission puis la vision de l'entreprise fait partie aussi de la leur. Ben là, le choix des avec qui, c'est ce qui va propulser l'entreprise. Exactement. À un autre niveau. Alors, autant que c'est quelque chose qui peut nous coûter excessivement cher, puis on le voit là, tu sais, que ce soit en couple, que ce soit au niveau des associés, c'est pas une question d'on s'aime ou on s'aime pas, là. C'est vraiment une question de dire, est-ce que ensemble on est complémentaires? Est-ce que on est capable de faire rayonner notre excellence ensemble? Oui, super. Non, parfait. Il y a des décisions qui vont être prises en conséquence, puis c'est pas parce que t'es une mauvaise personne ou que c'est pas ça. C'est juste de prendre des décisions parce que c'est là qu'on s'en va. C'est ça. Dans le contexte présent, c'est pas les bons avec qui, puis ouais, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui... Si t'avais à nommer qu'est-ce qui définit vraiment un avec qui? Tu sais, il y a des avec qui étaient là, qui sont partis parce qu'il y avait un mauvais fit à quelque part. C'est à quel niveau qui était ce mauvais fit-là? C'est à plusieurs niveaux. Je pense que d'abord de comprendre son excellence. Quand on travaille, si t'as une entreprise qui est consciente, qui comprend son excellence, qui travaille avec des fournisseurs ou des partenaires qui ne le comprennent pas, en partant le fit, le clash. Il y a déjà un potentiel de clash. Ouais. Des fois ces relations-là se poursuivent, des fois ils se brisent là.
S'ils se poursuivent, ben là, c'est à un autre niveau que ça peut clasher, parce que ça va clasher de toute façon à un moment donné. C'est une question de temps. C'est ça. Donc, ça peut être la vision. La vision, les valeurs, c'est extrêmement important. Les valeurs, faut qu'il y ait des valeurs qui soient semblables, au minimum semblables pour... Disons compatibles. Compatibles pour pousser dans la même direction. Ouais. Sinon, puis si à ce moment-là, le clash se fait pas, eh ben il va se faire au niveau financier à un moment donné, là, c'est sûr. Exact. Les valeurs, c'est ce qui détermine la longévité d'une relation. Ouais. C'est ce qui nous permet de passer à travers les défis puis de vivre les succès ensemble. Si ces valeurs-là sont pas là, puis encore là, les valeurs, et plein de monde parle de valeurs. Ah oui, moi, ma valeur, c'est le respect, c'est le service à la clientèle, c'est toutes les mêmes, là. L'intégrité. Mais en fait, une fois qu'on a vraiment creusé les valeurs, puis qu'on se les approprie, parce que là, c'est vraiment les nôtres, là, on se rend compte que des valeurs, c'est pas quelque chose qu'on dit. C'est quelque chose qu'on respire. Absolument. On n'a pas besoin de dire, bon, ben moi, ma valeur, c'est le respect. Non. Les gens sont censés être capables de le voir à travers la personne que t'es. Et c'est la même chose en entreprise. Hein? Combien de fois qu'on a vu ça, nos valeurs, c'est l'esprit d'équipe et le service à la clientèle, et ils sentent. On appelle au sein de l'entreprise où le service à la clientèle, c'est plus qu'ordinaire. Zéro pin bar. L'esprit d'équipe, c'est tellement important. OK, c'est tous des loups solitaires. Il n'y a pas personne qui travaille en équipe, mais ça paraît bien sur un site Internet. Et avant, les gens, la société en général était moins consciente, alors ça faisait en sorte que les gens pouvaient passer ça sous silence. Mais aujourd'hui, avec la conscience universelle qui est en train de s'installer, avec la conscience des générations qui sont en train de pousser, les X puis les Y puis les Z, pardon, sont vraiment plus conscients que ce qu'on était au niveau des X puis des baby boomers, ben ça fait en sorte que on peut plus dire que nos valeurs c'est ça et plus les respecter. C'est ça, faut les vivre à tous les jours. Absolument, et ça dégage ça. Et c'est ce qui rend l'entreprise authentique et les gens qui la constituent aussi. Et ça nous aide à choisir les bons avec qui. Oui. Dis-moi, Étienne, là, on a quasiment fait un tour de loupe. Ça fait tout près d'un an. Ça fait un an, oui. Dis-moi, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie? Il y a tellement de choses qui ont changé, mon Dieu, je vais essayer de... En fait, j'ai découvert qui je suis vraiment. Maintenant, je me présente comme étant Étienne. Un exemple de ça, je fais de plus en plus de discours dernièrement avec différents partenaires. Puis on m'invite à faire des discours. Puis j'insiste pour me présenter en tant que Étienne au départ. Et non comme étant un paramédic ou un entrepreneur. Je suis Étienne et je suis ici pour vous parler de... Donc c'est un des éléments qui a changé beaucoup. L'autre élément, c'est que j'ai maintenant, je vis tous les jours mes valeurs, je les transpire et je reçois énormément de compliments de ce côté-là. Les gens ressentent cette énergie-là. Et même si je vais parler 2-3 minutes, les gens voient dans mes yeux que je suis en train de faire qu'est-ce que j'aime. T'es authentique. Ouais. Puis l'authenticité, c'est vraiment ça qui fait en sorte que les gens vont connecter avec toi. C'est ce qui fait en sorte qu'on connecte entre nous ou entre... Tu sais, cette authenticité-là fait en sorte que t'es inspirant. Dis-moi, sans ce parcours-là, est-ce que tu crois que t'aurais arrivé un jour à dire « Ouais, je partage ma mission avec les gens, je fais aujourd'hui un podcast où je prends le micro devant une foule, devant des gens. » Est-ce que t'aurais cru ça possible? J'ai toujours eu une attirance vers l'enseignement. Je savais pas sous quelle forme, je savais pas... j'avais pas l'aisance de parler devant les gens, tout ça. Puis la dernière année m'a donné des opportunités incroyables à ce niveau-là. Puis j'y vois aussi vraiment une mission de vie personnelle à l'intérieur de ça. Puis à travers mon professionnel, mes missions se rejoignent vraiment et c'est trippant là. Vraiment, vraiment le fun là. Puis
D'après toi, est-ce que c'est la confiance en toi ou c'est ton estime qui fait en sorte qu'aujourd'hui t'es confortable? C'est la compréhension de son excellence, la compréhension de savoir qui on est, puis de la vivre à tous les jours, juste d'être authentique comme on vient de dire. C'est vraiment c'est une simplicité qui vient qui est comme un résultat de quand on comprend toutes les 5 questions comme ça. C'est très simple en fait. Puis on n'a plus besoin de faire semblant. Plus besoin de faire semblant. On a juste à être. Oui. Ah, Facile. Facile. Puis la beauté, c'est qu'une fois qu'on commence à être véritablement qui on est, c'est que là, quand on rencontre des gens qui essayent de nous transformer ou de « Ah ben, tu sais, si t'étais plus comme ça serait plus... » C'est non. C'est non, c'est pas le bon avec qui. C'est clairement pas le bon avec qui. Et là, les gens vont commencer à dire « Ouais, mais là, tu te prends pour qui? » Puis quand on commence à se faire dire ça, on fait « OK, je suis complètement aligné. Je suis complètement en phase. » Ancré. Ouais. Ancré. Et là, on travaille fort, mais tout devient plus facile. Et quand il y a quelque chose qui arrive, un défi, parce qu'on en a tous, hein, anyway, là, même si c'est pas parce qu'on est conscient qu'on est bien plus beau, puis bien plus fin, puis bien plus intelligent que tout le monde, là. Ça veut juste dire qu'on est conscient. Fait que les défis arrivent autant, mais on revient tout le temps à ces questions-là. OK, si je vis un défi, pourquoi je vis ce défi-là? Ah, c'est-tu parce que je désaligne au niveau du « je suis qui » ou « je veux quoi » ou le pourquoi, ou c'est-tu les avec qui fonctionnent pas, ou c'est une histoire de comment. Le plan d'action peut-être qui nous amène pas où on devrait aller ou où on veut aller. Oui, c'est ça. De comprendre, de revenir sur les réflexions. Je suis qui, je veux quoi, avec qui, pourquoi, avec qui et comment. Et ensuite le comment. Hein? Oui, en finalité le comment. Le comment s'installe presque tout seul quand les 4 autres questions ont bien été creusées et bien été répondues. Le comment est simple. Et dis-moi, en terminant, mon Étienne, c'est quoi le What's Next à Étienne? Y a-t-il un gros What's Next qui s'en vient? Le What's Next, en fait, c'est bon, étant donné que j'ai fait un emphase majeure sur le professionnel dans la dernière année. Pour en parler rapidement, je suis passé de stagiaire à employé à directeur à investisseur dans la même entreprise en dedans de 4 mois environ. Incroyable. Oui, donc là, je suis plus à un niveau stable au niveau professionnel. Puis là, je suis vraiment à faire les mêmes étapes, mais au niveau personnel. Puis d'instaurer ça dans ma vie de tous les jours, de m'assurer qu'il n'y a pas juste du professionnel, mais aussi du personnel, puis que les relations que j'ai à l'extérieur du travail soient basées sur les mêmes valeurs et les mêmes exercices que j'ai fait au niveau professionnel. Donc, c'est mon What's Next. Puis après ça, ben c'est certainement de combiner les deux ensemble que tout va à merveille. Oui. de s'assurer que la totalité fonctionne bien. Puis donc c'est là que je suis. C'est de trouver l'équilibre entre le professionnel puis le personnel, puis tu l'as très bien dit, après avoir franchi des gros What's Next comme ça, parce que c'est pas rien là, par où t'es passé, puis tout le cheminement puis le travail. Après avoir passé un aussi gros What's Next, c'est important de stabiliser. Hein, la zone de récupération, un peu comme les athlètes, c'est bien beau l'entraînement puis tout ça, là, mais la phase de récupération, elle est super importante, voire fondamentale au développement c'est la même chose avec l'entrepreneur, avec les gens. Absolument. De se rasseoir, puis comme j'ai dit dans le programme, j'avais presque tout atteint mes objectifs professionnels, puis quelques-uns personnels aussi en même temps. Donc, c'est de revoir cette liste-là et de refaire le même exercice. Mais cette fois-ci, je suis capable de le faire moi-même. Oui! C'est le but du programme, c'est justement ça, de vous amener à être complètement autonome, puis de pas avoir besoin de Véronique tout le temps. Après 5 mois, ça fait mal, mais après ça... Hein? Capable tout seul. Capable tout seul. Capable tout seul. Fait que la question que t'as posée tantôt, qui était, est-ce que tu repasserais dans le même chemin exactement, en sachant tout ce que tu sais aujourd'hui? Là, on parle d'un gros chemin, on parle du PTSD, on parle du retour à l'école, on parle du programme de mentorat et les stages et le travail. Aujourd'hui, absolument que je le ferais. Je le referais sans problème. Sachant le résultat, mais c'est facile. J'ai des gros frissons. Mais c'est ça pareil. Mais oui.
Et peu importe la situation qu'on vit, peu importe la complexité, la douleur qui vient avec la situation qu'on vit, la vie est pas mêlée. Puis des fois, elle nous envoie des cadeaux qu'on considère comme étant mal emballés. Mais c'est un cadeau quand même. Puis si on juge quelque chose comme étant négatif, c'est probablement qu'on n'a juste pas encore le recul pour apprécier le cadeau qui est derrière ce qui est en train d'arriver. Mais tôt ou tard, ça finit par se tasser, par se placer, puis il y a de la lumière au bout du tunnel, puis finalement, on arrive à un constat que tu regardes en arrière, puis tu fais que ça a fait mal en tabarouette. Mais je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Mes expériences m'auraient pas amené là où je suis présentement. Puis là où je suis aujourd'hui, je veux tellement pas que ça soit différent. J'ai tellement l'impression d'être drette assis sur mon X que finalement, je le referais. Le programme fait mal. On se le cachera pas. Ça fait extrêmement mal. Mais il y a une vie après le programme. Oui. Donc, c'est beau après. Juste pour les survivants, par exemple. Ceux qui n'ont pas survécu, ils peuvent pas en parler. C'est la même chose aussi pour le PTSD. Il y a vraiment une vie après le PTSD. Il y a une vie après. Lâchez pas. C'est, tu sais, le logo chez Red, c'est un diamant, puis c'est pas pour rien. Parce que avant qu'un diamant soit un diamant, c'est qu'il a été soumis, je pense que c'est un charbon, mais il a été soumis à des chaleurs extrêmes pour faire en sorte, puis de la pression extrême pour faire en sorte que ça devient un diamant. Et plus souvent qu'autrement, les gens, ils veulent pas passer à travers ça. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Il y a personne qui a le goût de passer à travers des maladies, des PTSD, des divorces, des accidents, des gros défis. Mais en même temps, comme tu le dis, François, à partir du moment où c'est qu'on a le recul, puis ça, c'est... Tout le monde dit la même chose. À partir du moment où c'est qu'on a le recul, puis qu'on est capable de voir le what's next extraordinaire que ça nous a apporté, on fait, oui. OK. Si c'était à refaire, là, je repasserais exactement. Puis là, on est-tu des débiles? Mais oui. Et à partir du moment où c'est qu'on a cette compréhension-là, c'est là qu'on est capable de dire, là, j'ai un autre défi, je suis en train de vivre un autre défi, ça fait mal, OK. On va prendre un break, là. On va laisser ça aller, là, parce que, anyway, on n'a pas le contrôle sur. Plus vite on lâche prise, plus vite que les choses se règlent ou se tassent d'elles-mêmes. Et après ça, on le sait qu'après la pluie, le beau temps. Hein? Cette expression-là, elle vient pas de nulle part. Oui, elle est facile à dire, mais c'est vrai, pour vrai. Puis au truc avec les diamants, là, c'est que, oui, il subit une pression extrême pour devenir un diamant, mais il brille pas encore. Non, il brille pas encore. Faut qu'il se fasse frotter pour que ça se mette à briller. Puis c'est un peu ça, les situations de vie. Tu sais, un PTSD, c'est une grosse abrasion. On s'entend, ça fait mal, ça frotte. Mais au final, ça crée une belle surface à partir de laquelle, après ça, toi, tu peux se mettre à briller. Ouais. Puis quand on n'est pas aligné, c'est là que tout ça arrive, ces gros défis-là. Puis là, une fois que c'est fait, puis qu'on a passé à travers tout ça, wow! Oui, maintenant, les projets, j'en ai, mon Dieu. Hein? Il y a eu une période de ma vie où j'en avais pas tout. Maintenant, j'en ai. Et j'en ai des objectifs. Parce que t'es prêt à les recevoir. Ouais. Puis à les vivre. Puis à les créer. Et les opportunités, là, ils viennent parce que t'es prêt à les voir puis les recevoir. Sinon, tranquille de l'opportunité. Est-ce que t'avais quelque chose à rajouter, François? Que dire de plus? Devant un invité aussi inspirant. Clairement. Ouais. Clairement. Merci, Étienne. Ça me fait plaisir. Ça a été très, très, très apprécié, ta présence aujourd'hui. Les gens à la maison, on espère que ça l'a plu. Que ça l'a pu? Pas plus, hein? Pas plus. J'ai de la misère avec les plus pas, hein? Ouais. En espérant que ça vous ait donné un petit peu d'espoir. Puis si présentement vous êtes en train de vivre un moment pas facile, parlez-en. Prenez conscience que c'est un moment à passer, puis qu'après ça, oui, probablement que le soleil va revenir. Puis si vous voulez partager avec nous vos défis, tout ça, vous pouvez le faire par l'entremise de info@commercialmentorat.red. On vous lit. Ça peut devenir aussi peut-être un sujet pour les courriels du cœur. Ouais. Hein, de faire sortir les gens de l'isolement. Évidemment, on partage tout ça sur le sceau de l'anonymat. Pas l'anonymat. Non, mais, Non, mais là. il aime tellement ça. Mais d'habitude, on a la petite voix à Canal D.
Pas la voix Canal D. Comme ça. Ouais, c'est ça. Celle-là. Bon, assez... Assez de blagues. En fait, avant qu'on commence à enregistrer le podcast, Étienne, t'as parlé de peut-être commencer à justement avoir un objectif un peu plus personnel par rapport à ce que t'as vécu avec le PTSD, puis qu'il y a une vie après le PTSD. Tu veux t'en parler? Oui, en fait, tranquillement, je rencontre des personnes qui sont dans le milieu, autant des victimes que des thérapeutes. Puis c'est un sujet qui est encore très 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 tabou aujourd'hui. Clairement. Souvent les conférences ou ces interventions là, on va parler de ce qui se passe à l'intérieur du PTSD. Donc les gens qui ont pas vécu de PTSD sont pas vraiment intéressés, sont pas vraiment impliqués. Les gens qui sont dans le PTSD vont souvent se présenter, ne parleront pas généralement. Puis les gens qui viennent après le PTSD, les survivants du PTSD, on n'en entend pas parler. Moi, je veux faire une lumière sur les gens qui ont traversé le PTSD, parce que c'est des gens inspirants, ils ont tous des histoires qui sont inspirantes. Ils ont vécu, tout comme le programme RAID, ils ont vécu un changement immense. Puis faut voir qu'on est capable de s'en sortir. C'est rempli d'espoir puis c'est tellement inspirant. Merci Étienne. Donc, on va être là pour suivre ça. Puis de toute façon, tu pourras toujours les partager sur la page du créateur de richesse parce que Ben oui. t'es un créateur de richesse. Totalement. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Alors, est-ce qu'on se dit à la semaine prochaine? À la semaine prochaine. On aime tellement ça vous parler là que là, on est rendu à toutes les semaines. C'est le même, hein? Hein? Bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine. À bientôt. Merci, Étienne.